mes amis, vous reconnaissez Jean-Pierre Petit, qui est avec. Alors, il se trouve quelque part dans un endroit mystérieux avec des problèmes techniques mystérieux, mais je trouvais très bien qu'on profite de cette période où tout le monde est en pleine effervescence avec les élections, le Rassemblement national, le Front populaire, l'ingouvernabilité, etc., qu'on se donne un peu de champ et de profondeur pour parler de sujets plus sérieux et plus durables. Vous voulez nous parler de quoi, Jean-Pierre, aujourd'hui? Ben, peut-être de l'état de la science en général, de ce qu'on devient nous. Vous savez, moi, j'ai eu 87 ans au mois d'avril. Hein. Qu'est-ce que Ça fait vous faites jeune? Ouais, je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'étais rentré dans mon premier laboratoire en 1967, ce qui fait que ça fait 60 ans que je fais de la recherche, vous voyez. Et je peux dire que depuis 60 ans, je me bats contre tous les moulins à vent possibles et imaginables, quoi. Et ça n'est pas fini. Alors, simplement pour faire un petit retour en arrière rapide, j'ai commencé par faire de la MHD, les gens peut-être s'en souviennent. Et puis, j'ai été Dites-nous ce que ça veut dire MHD. c'est la magnéto-hydrodynamique, c'est la façon d'agir sur les gaz avec des forces électromagnétiques. Alors, il y a une chose qui s'est passée, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que j'ai été confronté à un sujet de recherche, j'ai toujours innové. Alors, on pourrait dire la chose suivante, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Quand on y va, on innove en France, c'est l'obstacle immédiat, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ces années 67, 68, 70? C'est de dire, bon, ben, quand un avion se déplace à une vitesse supersonique, il fait un bang parce qu'il crée une onde de choc. Et puis, j'ai conçu tout un arsenal théorique avec tellement des expériences de simulation en montrant qu'on pouvait supprimer les ondes de choc. Et le résultat, c'est que le CNRS a envoyé un expert à courir lui demandant si j'étais fou, quoi. Il y a dans mon dossier CNRS une réponse du type qui dit non, non, I think this man is normal mental condition. Je pense que cet homme est dans une situation mentale normale, il jouit de tous ses esprits. I don't see any strangers. Je ne vois rien de bizarre là-dedans. Vous voyez, autrement dit, on a une idée réellement originale, réellement en pointe. Prendre chose qu'on fait, on se demande est-ce qu'il est fou? Extraordinaire, quoi. Voilà. Bon. Comment ça s'explique? Bah, je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, mais par exemple, actuellement, je viens de mettre en ligne sur la base de données du CNRS HAL mon dernier article, notre dernier article. Et qu'est-ce que dit ce dernier article? Il dit que les trous noirs n'existent pas. Vous vous rendez compte? Alors, un type qui dit que les trous noirs n'existent pas, mais on l'interne. On le traite avec des électrochocs, c'est pas possible. Alors, bon, alors, vous voyez donc. Pourquoi vous dites, Jean-Pierre, pourquoi vous dites que les trous noirs n'existent pas? Eh bien, vous savez, on a fait, il y a, il y a 2 ans, il y a 4 ans, on a eu les premières images des objets qui se trouvent au centre des galaxies M87 et Voie lactée. Alors, vous vous rappelez, immédiatement, avec une voix chevrotante, les scientifiques ont dit, voilà les premières images de trous noirs. Et alors, quand vous regardez dans la bibliographie, quand vous regardez les articles qui sont publiés, qu'est-ce que disent ces articles? Shadow of Giant Black Hole, c'est des images de trous noirs géants. C'est écrit. Et alors après, quand on regarde dans l'article, on voit, ce sont des trous noirs géants parce qu'on ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre. Vous voyez, bon. Alors, il y a une chose, c'est quand on regarde ces images, la première chose qui frappe, c'est que le centre, il n'est pas noir. Vous voyez, normalement, quand on fait une image d'un trou noir, on a une belle image jaune-orangé, puis au centre, il y a un gros trou noir, pareillement. Alors, à ce moment-là, les scientifiques ont dit, mais c'est parce qu'il y a du gaz chaud devant. Du gaz chaud devant. Alors, effectivement, un objet comme ça, il a un disque d'accrétion, en principe. Mais alors, pourquoi est-ce que ce disque d'accrétion, il est juste devant, puis on ne le voit pas sur les côtés? Pas possible. Bon. Alors, il y a une chose, c'est que quand vous regardez ces images, et vous savez, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Modèle Janus contre Science Noire. Je vous ai donné la page de couverture, donc comme ça les gens pourront le voir. Ce qui fait que cette bande dessinée, elle a des images qui expliquent bien ce qui se passe là-dedans. Alors, lorsqu'on regarde ces images de soi-disant trous noirs géants, en bas, il y a une barre qui permet de voir la température. Alors, vous savez, quand on a une image comme ça avec Photoshop, on prend un petit carré, puis on prend ça et on va chercher à quelle température ça se trouve. Alors, si c'était vraiment un trou noir, on aurait zéro. On irait sur la partie noire. Non, non, on s'aperçoit que sur une des images, ça fait 1,5 milliard de degrés. Sur l'autre, ça fait plus de 4 milliards. C'est bizarre. Bon, alors le centre n'est pas noir. Alors après, moi, j'ai eu l'idée de faire une chose, c'est que j'ai pris
la température maximale et la température minimale. Alors peut-être que ces valeurs de température sont un peu difficiles à expliquer, mais le rapport de température quand même est quelque chose d'intéressant. Et là, on constate une chose, c'est que dans ces deux images, le rapport de température est exactement 3. 3 pour l'une, 3,1 pour l'autre. Alors c'est quand même curieux parce que ce sont deux objets qui ont des masses très importantes, ça on le sait, 4 millions de masses solaires ou 1,5 milliard de masses solaires, et puis les températures sont très différentes, mais le rapport de température c'est 3. Alors cette rapport de température est 3, ben à ce moment-là ça permet de se dire qu'est-ce qui peut me donner ce rapport de température? Eh bien, vous savez, dans les trous noirs, si le centre est noir, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de redshift gravitationnel. Disons que le, quand on a un objet qui a une masse très importante, la lumière qui nous parvient voit sa longueur d'onde s'accroître. C'est pour ça que la partie centrale. Et si on ne peut pas en avoir des images, mais si on avait des images, par exemple, d'étoiles à neutrons, eh bien voilà exactement à quoi elles ressembleraient. Il y aurait une partie centrale qui serait foncée, mais pas noire. Alors justement, le fait qu'il y ait ce rapport de température de 3, ça amène à avoir des informations sur la structure de ces objets. Et moi, dans cet article, j'explique que ce sont des objets sous-critiques. Sous-critiques parce que justement, la pression à l'intérieur est très importante. Donc, vous voyez, il y a une chose, c'est qu'à la fin de mon article, qu'on va tenter de publier, j'écris, bon, cet article, il a une chose, c'est qu'il dit que ces objets ne sont pas des trous noirs géants, mais par contre, il colle avec l'observation. Voilà. Alors, la question. Donc, c'est pour que je résume pour les gens qui. Parce que pour vous, tous ces concepts sont familiers, mais pour les béotiens comme nous, c'est plus compliqué. Vous, votre théorie, je le rappelle, c'est qu'il n'y a pas de la matière et des trous noirs, il y a de la matière et de l'antimatière. Ben, disons que l'univers a un endroit et un envers. Hein. Alors, il se passe la chose suivante. Quand on explique cette formation des trous noirs, ben, c'est parce que tout d'un coup, la masse devient très importante et à ce moment-là, il se passe ceci, il se passe cela. Ben, pour le modèle Janus, parce que c'est de ça qu'il s'agit, quand cette masse devient très importante, au centre, il y a un petit trou qui s'ouvre et hop, ça fout le camp de l'autre côté. C'est tout. Alors, j'ai appelé ça un plug star. Donc, et l'autre côté, qui le voit? Pardon? L'autre côté, qui le voit? D'abord, il n'y a personne de l'autre côté. Comment vous savez? Vous n'y êtes pas allé? Non, mais il y a une chose, par exemple, c'est que le modèle Janus nous dit la chose suivante, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de matière qui ait des masses supérieures à la masse de l'hélium et de l'hydrogène. Vous voyez, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de galaxies. On s'emmerde de l'autre côté. C'est un désert et la vie n'existe pas de l'autre côté. Mais vous voyez, le truc, c'est que moi j'ai appelé ça un plug star. Pourquoi plug? Parce que c'est comme ça qu'on appelle une chasse d'eau en anglais. Alors, effectivement, moi, j'ai fait une expérience, j'ai été dans mes chiottes, j'ai ouvert la chasse d'eau et j'ai essayé de la faire déborder. Ben, je ne sais pas si vous avez essayé, vous pouvez verser toute l'eau que vous voulez, ça fout le camp par le centre. Ben là, c'est pareil, c'est un plug star. Alors, le plug star, il aurait ce rapport de température de 3. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on a déjà deux objets, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient très dissemblables, mais un jour, on en aura un troisième, un quatrième, un cinquième. Et moi, je prédis tous les objets auront des rapports de température de 3. Alors, vous voyez, ça s'appelle être falsifiable au sens de Popper. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, moi j'ai une théorie, j'ai une explication. Si ça marche, j'ai raison. Et si ça ne marche pas, ben, il faudrait que je remette tout en question. Et là, je prends un risque. Et je pense que tous les objets au centre des galaxies auront ce rapport de température de 3. Parce que le fait que les deux aient ce rapport exact, déjà, c'est à expliquer. C'est vraiment très bizarre, quoi. Voilà. Et comment on l'explique, ce rapport? Mais ils s'en foutent, les gens n'expliquent pas. C'est moi qui fais ces mesures avec personne, tout le monde s'en fout. Donc vous voyez, c'est un trou noir parce que ça doit être un trou noir. Vous savez, le trou noir, c'est le Deus ex machina. Hein. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un quasar? Oh, ben, c'est un trou noir qui absorbe de l'énergie. Voilà, tout est. Mais vous savez, actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la cosmologie et l'astrophysique sont dans une crise qui est sans précédent connue. Hein. Bon, ma bande dessinée modèle standard, modèle Janus contre Science Noire, on peut l'acheter, bien sûr, mais on peut aussi la télécharger gratuitement à partir du site de Savoir sans frontières. Donc les gens pourront aller regarder là-dedans. Alors, redites bien le nom du site. C'est www
savoir trait d'union, sans trait d'union, frontière au pluriel.com. Et là, vous avez la bande dessinée en noir et blanc. Là, quand on l'avance, c'est en couleur, mais en noir et blanc, elle est gratuite. Et là, ça vous explique tout ça. Donc, quand des situations critiques comme ça se font, la masse en excès est évacuée. Et ça, moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et si l'objet est dans ce genre de situation, alors le rapport de température sera 3. C'est quand même étonnant. Et je ne suis pas sûr Et que j'ai comment vous réussi. arrivez à calculer ce rapport de 3? Comment j'arrivais à calculer? Ben, si vous voulez, ça nous amène en 1916 quand il y a un scientifique qui s'appelle Karl Schwarzschild qui découvre que Einstein vient de publier quelques mois avant son équation et hop, il sort une solution extraordinaire d'élégance, de solidité mathématique, décrivant la géométrie à l'extérieur et à l'intérieur d'un objet. Et quand on prend ce travail-là, qui est commenté dans l'article que j'ai mis en ligne, eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit que lorsque lorsque la quantité de matière augmente, il y a une situation critique et c'est justement à ce moment-là que le rapport des longueurs d'onde est de 3. Longueur d'onde et température, vous voyez. Donc c'est Schwarzschild 1916. Alors cet article de 1916, mais je peux vous dire la chose suivante, c'est qu'il y a plein de cosmologistes qui ne savent même pas qu'il existe. Parce que ce type-là, il écrit ses articles en janvier-février, et quelques mois après, il meurt d'une infection, parce qu'il est mobilisé sur le front russe, et on est en pleine guerre de 14-18. Vous voyez. Et le premier article a été traduit en 1975, et le second en 1999. Et quand je dis traduit, c'est traduit à partir de l'allemand. Alors, qui est-ce qui lit l'allemand? Bon, maintenant, on dispose de traductions en anglais, on a fait des traductions en français, mais cet article-là, moi, je l'ai regardé à la loupe. Il est extrêmement intéressant. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet article? On trouve une chose absolument fantastique. Et ça, on pourra le voir dans la bande dessinée parce que j'ai donné des extraits de ces choses-là. Eh bien, il y a un moment où, lorsque la quantité de matière devient très importante, la pression à l'intérieur croît et ce que ça donne, c'est que la vitesse de la lumière tend vers l'infini. Schwarzschild écrit en 1916 la vitesse de la lumière croît et tend vers l'infini. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 1916. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens, ils étaient libres dans leur tête. Einstein venait de démontrer que les vitesses de lumière étaient constantes dans toutes les directions, et quand même ce type, il est capable de dire une chose pareille. Et je peux vous dire que cette phrase indiquant que la vitesse de la lumière tend vers l'infini dans ces conditions, personne ne l'a noté, même les cosmologistes ignorent ce truc-là. Et moi, j'ai fait un papier de 54 pages que j'ai mis sur HAL, c'est pas fait pour être publié, mais là-dedans, il y a toutes les copies d'écran. C'est vraiment un article d'histoire des sciences. L'histoire des sciences. Et là-dedans, il y a à chaque fois l'extrait de l'article en allemand avec la partie soulignée, hop, puis il y a la traduction en anglais ou en français derrière pour voir. Et on voit, et à ce moment-là, bah, la vitesse de la lumière varie. C'est extraordinaire. Mais comment on peut expliquer ce déclin de l'intelligence et de la liberté de la recherche scientifique? Parce qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une espèce de corporatisme scientifique qui interdit l'innovation et qui marginalise ceux qui innovent. Mais vous savez, quand on lit les articles de 1915, 1916, 1917, il y a les articles d'Hermann Weyl, les articles de Ludwig Flamm, qui étaient des types qui avaient 30 ans. Mais quand on lit ces articles, c'est élégant, c'est pertinent, c'est costaud, quoi, franchement. Parce qu'il faut vraiment être fort en maths. Maintenant, les articles de physique théorique, c'est de la connerie. Rappelez-vous ce que disait mon maître Souriau. La physique théorique, c'est une physique sans expérience et des mathématiques sans rigueur. Vous vous rendez compte? Et alors, justement, par exemple, alors, vous me dites qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1900-1905, il y a une floraison, il y a une croissance extraordinaire des connaissances scientifiques, relativité restreinte, mécanique quantique, tout ça, ça explose complètement. En même temps, on fait des expériences. Ah, expérience de Michelson, on voit que la vitesse de lumière. Et puis alors après, il y a les applications expérimentales, les expériences en plein air, la bombe atomique, par exemple, c'est une bonne vérification de la mécanique quantique. Donc pendant toutes ces époques-là, pendant, on pourrait dire, 70 ans, la théorie et l'expérience, l'observation, c'est deux chevaux qui fonctionnent exactement l'un à côté de l'autre. Et imaginez les attelages avec deux chevaux comme dans les courses de chars des Romains. Bon, bah, il y en a toujours un qui est un petit peu en avance sur l'autre, mais ils avancent ensemble. Quand les théoriciens prévoyaient quelque chose, paf, l'observation le donnait. Là, vous avez Dirac qui dit, moi, il me semble qu'il doit y avoir de l'antimatière. Crac,
Quelques années après, on trouve cette antimatière. Et puis, l'expansion de l'univers craque, les équations d'Einstein, c'est extraordinaire. Puis après, il y a la guerre. Alors, la guerre, tout le monde est mobilisé pour faire des bombes, on a autre chose à faire. Puis alors après, arrive 1945, et toutes les vieilles tiges, tous les grands cadors, tous les grands ténors de cette théorie disparaissent. Et à ce moment-là, vous avez des gens à Princeton et puis à Cambridge qui se disent, tiens, on va faire de la cosmologie. Alors là-dedans, vous avez un type qui s'appelle John Archibald Wheeler, mais Wheeler, il fait des erreurs énormes. Dans cet article de 54 pages, j'ai montré les erreurs qui ont été faites. C'est quand même énorme. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'on passe d'une génération européenne, on va dire ça comme ça, qui est une génération créative, imaginative, à une génération américaine qui commet de lourdes erreurs que personne ne relève? C'est quoi l'explication? Exactement, on a l'impression qu'il s'est passé une chose tout d'un coup, c'est qu'il s'est créé une science occidentale. Parce que vous savez, en 1915, si vous vouliez faire de la physique, il fallait être allemand. Ça, même au début du siècle, c'était à Göttingen. À Göttingen, qui était le recteur de l'université de Göttingen? Mais c'était David Hilbert, le grand mathématicien. À l'époque, je vous assure, au début du siècle, des gens diraient, j'aimerais me familiariser avec la physique. Est-ce que vous lisez l'allemand? C'est tout. Et tous les travaux étaient allemands. Et alors, non seulement il était allemand, mais il était juif allemand. C'est encore plus beau. Voilà. Et ces trucs-là, ça a donné un chaudron d'idées extraordinaires, puis ça a un peu diffusé à droite et à gauche, mais dans l'après-guerre, ça n'existe plus. Alors, on pourrait dire, mais est-ce qu'il y a eu des progrès scientifiques? Mais oui, il y en a eu. Mais on a un peu exploité ce qu'on était capable de faire. On n'était pas capable, comme le faisait Schwarzschild, d'envisager que la vitesse de lumière varie. Vous voyez, on s'est créé des œillères comme ça. Et alors, non seulement on s'est créé des œillères, mais je crois que le plus grave, après la guerre, ça a été la généralisation de ce système avec l'examen des articles par des référés anonymes. Et vous voyez, actuellement, j'ai une petite équipe, comme ça, on est 3 ou 4. Bon, on a, on a une panoplie avec 5 ou 6 ou 7 articles. On va les lancer dans des revues. Moi, depuis des années, je n'ai rien publié, mais on va reprendre tout ça. Parce que quand on envoie à des revues, vous savez ce qu'on reçoit? Ils refusent de soumettre à référé et il y a non-suitable. Vous avez la grande revue de physique théorique, Physique Review Day. Donc, c'est non-suitable, ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Mais soumettez ça à référé. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'à chaque fois que j'avais Qu'est-ce innové. que vous appelez un ferry? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez un ferry? Soumettez ça à un ferry. Oui, un expert, un expert. Donc, quand une revue reçoit un article, elle le soumet à un expert qui va donner son avis. Alors, il y a une chose, c'est que si vous envoyez un article en expliquant que les trous noirs géants contiennent des supercordes, par exemple, vous avez un modèle extraordinaire, les gens qui nous écoutent peuvent aller sur ce qu'on appelle Google Scholar et puis vous cherchez à Gravastar, Gravastar, des Gravastars. Même vous trouvez ça sur Internet, vous allez sur Wikipédia Gravastar. Mais il y a eu une vingtaine d'articles publiés là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un gravastar? Oh ben, un gravastar, c'est une coquille de matière. Dedans, il y a de l'énergie noire, vous voyez. C'est un œuf. Un œuf qui contient de l'énergie noire. Alors, après, on a cherché, est-ce que c'est stable? Peut-être qu'il y a des gravastars qui sont ficelés avec des supercordes. Vous voyez, si vous avez le mot trou noir, la matière sombre, l'énergie noire, ça passe comme un dos au cul. Voilà. Mais alors, quand on innove, et c'est vrai que moi, dans toutes les démarches de recherche que j'ai faites depuis 60 ans, j'ai toujours innové. Parce que, à mon avis, si en science on n'innove pas, c'est pas la peine. Hein, on est des petits fonctionnaires. À chaque fois, c'est un bras de fer. Les articles, moi, je les ai passés en gagnant ce bras de fer. Mais il faut que ce bras de fer existe. Maintenant, les revues refusent même de soumettre les articles. Vous vous rendez compte? C'est Et comment inimaginable. vous expliquez qu'elle refuse ça? Est-ce qu'il y a une espèce de mode, de dogmatique qui s'est mise en place, un peu sur le modèle de l'Église du Moyen Âge, qui refusait d'examiner certaines hypothèses parce que non conformes à l'orthodoxie? Alors, ce qu'il faut vous dire une chose, c'est que dans ce système de référé anonyme, le référé n'est pas payé, il est bénévole. Donc, quand on est spécialiste d'un truc et qu'on vous envoie un papier examiné qui correspond à des choses que vous ne connaissez pas, ça vous emmerde et vous répondez non. Et on a eu des tentatives toute l'année 2023 envers des revues allemandes, russes, américaines, etc. À chaque fois, l'éditeur dit: je n'ai pas trouvé d'expert. Et je n'ai pas trouvé d'expert. Pourquoi? Parce que les travaux qu'on fait, c'est exactement le domaine d'expertise des types de 1916.
Quand je lis un article de Schwarzschild, je suis parfaitement à l'aise. C'est les mêmes mots, les mêmes formules. Et si Schwarzschild lisait mon article, il le comprendrait. Et ces choses-là, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce sont les mathématiques de grand-papa. En fait, c'est pas vrai. C'est les bonnes mathématiques. Vous voyez? Alors, quand vous me dites pourquoi est-ce que ça marche pas, mais parce que les théoriciens actuels n'ont plus la formation mathématique qu'on avait au début du siècle. C'est quand même énorme. Est-ce que ce déclin est inexorable? Ou est-ce qu'il y a une espérance de voir revenir la liberté d'innover? Ben, vous voyez, le truc, comment on veut dire, c'est le prix à payer. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour ce qui est des images des trous noirs géants, moi je dis c'est pas des trous noirs. Mais le trou noir, c'est, comment dire, c'est des centaines de thèses de doctorat et des milliers d'articles. Tout ça, vous savez, j'ai fait un bouquin, alors on en parlera tout à l'heure, sur le Hicham Zejli, qui est mon collaborateur. Il a fait un bouquin qui est téléchargeable, on montrera ça, tout ça à l'écran. Et l'image, justement, c'est un château de cartes. Et vous avez une boule de billard qui va vers ce château de cartes. Eh bien, le trou noir, la théorie du trou noir, c'est un château de cartes. Comment voulez-vous que les gens admettent qu'ils se sont foutus dedans pendant 70 ans? Franchement. Hein, vous vous rendez compte? Quand vous prenez les cosmologies, prenez, je ne sais pas, Thibaut Damour qui a fait des calculs sur les collisions de trous noirs, sur les fusions de trous noirs. Tous ces gens-là, c'est leur fond de commerce. Tout à coup, vous arrivez en disant, je suis désolé, ça ne marche pas. Hein, voilà. Alors concrètement, aujourd'hui, il faut faire quoi pour rétablir enfin, retrouver le chemin du développement scientifique? Parce que ce que vous nous dites, c'est que au fond, on est dans des impasses. Il faudrait que la vie scientifique fonctionne. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 10 ans, je n'ai pas pu franchir la porte d'un seul séminaire? Par exemple, j'ai fait 2 conférences à Paris, une en janvier 2023 et une en février 2024. Il a fallu que je paye 1 500 € pour louer une salle. Il n'y a pas une fac qui me mettra à ma disposition un amphi. Vous voyez? Comment on explique ça? C'est parce que vous êtes devenu un paria à cause de vos théories jugées farfelues? Non, non, personne ne les juge. Vous savez, quand on juge des théories farfelues, il faut le prouver. Bon, alors, vous avez par exemple un type avec qui j'ai vainement essayé d'être en contact, c'est Cédric Villani. Hein, bon. Et Cédric Villani, même Alain Juillet a passé 3 heures avec Cédric Villani en plaidant ma cause, en lui remettant des articles, des choses comme ça. Et Villani a une phrase à un moment extraordinaire que m'a rapporté Juillet. Il a dit, j'ai consulté des collègues qui m'ont dit de faire attention parce que Jean-Pierre Petit est dangereux. Vous voyez? Je suis dangereux. Pourquoi vous êtes réputé de dangereux? Parce que je risque de foutre tout par terre. Je ne suis pas un farfelu. Un farfelu, on l'invite et on le réduit en poussière. Un type dangereux, c'est inquiétant. Est-ce que vous me voyez au milieu d'un séminaire en train de montrer des équations preuves à l'appui? Vous voyez, ça montre une chose, c'est que vous êtes entièrement foutu dedans. L'horreur. Et là, vraiment, on en a tous les éléments. C'est vrai que c'est marrant, quoi. Mais il vaut mieux prendre ça à la rigolade qu'autre chose, hein, en blague. Non, la question, c'est est-ce que est-ce qu'on est à la fin de l'histoire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au fond, il n'y aura plus rien que la bêtise pendant plusieurs siècles ensuite? Ou est-ce qu'on est au moment où ce système vacille et où on va reprendre le chemin de la pensée, de la réflexion? Toute la difficulté est là. Mais déjà, la crise, elle est très simple. Vous savez qu'on vient de lancer il y a quelques années un télescope spatial fantastique, le James Webb Télescope. Alors ce James Webb Télescope, vous savez, ça existe les caméras infrarouges. Vous avez des caméras infrarouges qui marchent à température ordinaire. Donc vous mettez votre main sur une table, vous l'enlevez, vous prenez une photo, vous voyez la trace de la main. Bon, ça va. Donc on avait équipé le télescope Hubble avec un truc comme ça, et ça donnait une petite vision dans l'infrarouge. Mais on est obligé d'avoir des images dans l'infrarouge, parce que vous savez que plus les objets sont loin, plus la longueur d'onde augmente. Donc, si on veut regarder à 12 milliards d'années-lumière, eh il faut un télescope infrarouge. Alors, ce télescope James Webb, il est fantastique parce que, est-ce que vous l'avez vu? Il a fallu qu'il déplie un truc de la cage d'un terrain de foot. Ensuite, il a fallu qu'il déplie ses miroirs. Et je me rappelle qu'il était dit qu'il y avait 142 façons que ça foire.
Il y avait tellement de trucs qui se dépliaient, ce qui fait que quand les scientifiques ont vu que ça s'était entièrement déplié, ils se sont dit c'est pas possible, c'est un miracle. Parce que en plus, il est tellement loin que c'est pas la peine d'envoyer des astronautes pour le réparer. Ce truc, non seulement s'est mis en place, mais il a commencé à donner des images. Alors, qu'est-ce qu'il a donné comme image? Eh bien, les premières images de galaxies, les articles qui ont commenté ces images commencent par le mot panique, P-A-N-I-C. Panique, panique parce qu'on a trouvé des galaxies entièrement formées qui avaient simplement 500 millions d'années. C'est pas possible. Maintenant, on en est même à 300 millions. Moi, je pense qu'on va trouver des galaxies à 100 millions d'années. Donc, les galaxies se forment trop tôt et aucun modèle théorique n'est capable d'expliquer ça. Sauf le modèle Janus, c'est expliqué dans la bande dessinée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le modèle Janus? Vous avez des conglomérats de matière négative qui se forment et la masse positive, elle est prise en sandwich. Comme elle est prise en sandwich, boum, elle se chauffe, elle se refroidit, crac, les galaxies, les étoiles naissent. Prédiction du modèle Janus, les galaxies et les étoiles de première génération se forment pendant la première centaine de millions d'années. Donc, c'était prédit par le modèle et c'est observé. Alors, on pourrait dire, mais c'est curieux, Petit et sa bande, avec leur modèle, ils prédisent des choses, on les observe. Non, 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 ça ne fait rien, il est dangereux, on ne peut pas lui parler. Alors, il y a aussi une chose, c'est que ça prédisait qu'il y avait d'énormes vides dans le cosmos. Hein. Alors ça a été trouvé en 2017. Bon, des vides, mais quand je parle de vides, c'est un truc qui fait 100 millions d'années-lumière de diamètre. Alors en 2017, on fait une cartographie du cosmos à grande échelle. Il y a des images de ça dans la bande dessinée. Qu'est-ce qu'on voit? On trouve à 600 millions d'années-lumière un grand vide. On l'a appelé le Dipole Repeller parce qu'il repousse la galaxie. Ben, c'est là, au centre, il y a une masse négative invisible. Donc c'était prévu. On en a déjà trouvé une demi-douzaine. On pourrait dire, mais ce modèle, nom d'une pipe, il prédit des choses et on les observe. Je ne sais pas combien, je crois qu'il y a une vingtaine de confirmations observationnelles. Mais on n'en débat pas. Comment se fait-il que je ne puisse pas aller à l'Institut d'astrophysique, à l'Observatoire de Paris, devant des gens pour en parler? Non, non, non. Les portes sont fermées. Je me rappelle, au mois d'octobre 2022, je suis allé à une conférence de Françoise Combe à Marseille, et à un moment, il y a un internaute qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais du modèle Janus? Alors là, vous avez l'explication. Elle a dit, mais parce que M. Thibaut Damour a montré que ça ne marchait pas. Alors Thibaut Damour, en 2019, il se fend d'un article qu'il installe sur sa page de l'IHES qui s'intitule Incohérence physique et mathématique du modèle Janus. Moi, je lui ai réécrit tout de suite en disant, écoutez, vous vous êtes fondé sur des papiers des années précédentes, ce problème-là, on l'a résolu. Je lui envoie tout ça. Mais il ne peut pas revenir en arrière. Alors, l'année passe. Finalement, en 2023, j'ai des collègues scientifiques qui lui écrivent en disant, écoutez, on a refait les calculs de Jean-Pierre Petit, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit ça le 12 décembre 2022. Il fait de nouveau un article. Et à ce moment-là, il se fout dedans complètement. Il écrit, le modèle est complètement incohérent, puisqu'il écrit que les masses négatives s'attirent alors qu'il est bien connu qu'elles se repoussent. Ça montre qu'il n'a pas lu nos articles. Il ne les a pas lus, il ne les a pas compris. Mais il n'y a pas de possibilité d'exercice de droit de réponse. Vous voyez, c'est ça qui est grave. Moi, j'ai écrit à tout le monde, au président de l'Académie des sciences, j'ai écrit au secrétaire perpétuel. À qui est-ce qu'on doit s'adresser? Franchement. Je ne sais pas, j'habiterai Paris, je prendrai Étienne Gis, qui est secrétaire perpétuel. Jean-Pierre Petit s'est enfermé avec Étienne Gis avec une grenade offensive et menace de se faire exploser si on n'écoute pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Non, mais vous savez bien qu'il y a, je vais appeler ça de la propagande scientifique, c'est une militarisation de la science. Et donc aujourd'hui, la science, elle est un enjeu politique, elle est un enjeu de domination, et forcément, ceux que vous gênez, les normises, on va dire, sont extrêmement fermés à toute forme de dialogue avec ce qui pourrait remettre en cause leur normalité. La nature est avec nous. La nature est avec nous. Je donne raison. C'est fou, quoi. Alors, le truc, c'est que pour les gens, les objets hypermassifs comme ça, c'est des trous noirs géants. Alors, comment ça s'est formé? Ça doit être des accumulations de petits trous noirs. Et comme maintenant, ils ne savent plus quoi trouver, ils ont trouvé le mot de trous noirs primordiaux. À partir du moment où c'est primordial, on n'a pas besoin de chercher comment ça s'est formé. Non, mais c'est fou, quoi, c'est fou. Non, mais vraiment, je préfère être dans ma peau que dans la leur. Mais est-ce que vous imaginez avoir fait une carrière de 40 ans ou 50 ans et tout d'un coup, tout s'effondre?
Tout se casse la gueule. Vous savez, c'est assez merveilleux. Il y avait un scientifique qui s'appelait Sommerfeld, qui était à l'université de Göttingen, et à l'époque, justement, de 1905-1915, quand tout changeait, et quand il commençait ses cours, il disait aux étudiants que la science est en pleine transformation, on entend les tirs de mine partout, et il disait, ce que je vais vous raconter au mois d'octobre se révélera peut-être une complète bêtise au mois de juillet prochain. Extraordinaire. Voilà un type qui commence un cours, donc je vais vous professer des choses, mais si ça se trouve, ça sera complètement changé. Et il trouvait ça formidable. C'est vrai que les gens, au début du siècle, le fait que ça change, c'est vécu comme une aventure. Maintenant, il n'y a plus de s'aventuriers. Il n'y a plus d'aventuriers. Ils ont tous la trouille. Moi, je les trouve emmerdants comme la pluie. C'est pas possible. Quand je vois François Combe qui sort ces trucs, j'ai l'impression d'une commère. C'est la commère de la science. C'est toujours pareil. Mais écoutez-les les uns les autres. Regardez, comment il s'appelle, Roland Lehoucq sur la topologie. Tous ces gens-là, ils ne vous pondent que des vidéos. Alors les vidéos, peut-on arrêter le temps? Qu'est-ce qu'il y avait devant le Big Bang? Est-ce qu'on peut accélérer le temps? C'est tout. À chaque fois, c'est serait, pourrait. Alors, il y a un type qui est merveilleux, c'est Jean-Paul Luminaire, lui, très connu. Ah, il a fait la première image. Mais j'ai vainement essayé d'entrer en contact avec lui. Et tout récemment, j'ai eu des collègues astrophysiciennes qui me disent, j'ai rencontré Jean-Pierre Luminaire. Alors, il a dit, oh, mais moi, il y a un truc que je trouve remarquable, c'est l'énergie que dépense Jean-Pierre Petit à son âge. C'est vrai, je continue à être chiant à 87 ans, c'est quand même quelque chose. Et alors, Marie-France lui dit, mais qu'est-ce que tu penses de son modèle? Oh non, mais j'y crois pas. Alors j'ai encore écrit il y a 8 jours à Luminaire, disant, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit échange téléphonique? Rien, il ne veut pas. Parce que si tout d'un coup il réalise que c'est de la connerie, mais tout s'effondre. Vous vous rendez compte? Alors, Jean-Pierre, vous, votre agenda personnel, votre agenda, j'allais dire, de combat, c'est quoi? C'est quoi vos prochaines étapes dans les semaines ou les mois à venir? Déjà, cet article de Damour, qui est sur sa page de l'IHES, il l'a mis comme ça. Cet article ne tient pas debout, personne ne le lit, mais tout le monde s'en sert. Regardez François Saul qui dit c'est pas la peine de parler de Janus, puisqu'on a montré que c'est de la connerie. Bon, il faudrait que je puisse pouvoir répondre à ça, il n'y a pas moyen. Alors déjà, cet article-là, il bloque tout, et même au niveau international. Ces gens-là font de la publicité en disant, mais chez nous, on a un académicien qui dit que c'est de la connerie. Mais le jour où on aura montré que l'article de Banou ne tient pas debout, est-ce que ça va être un scandale? Je pense. Parce que voilà, ça date de 2019, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'un académicien bloque l'avancée de la science. Et moi, je dis, avec ça, la science française pourrait se mettre en première ligne. C'est quand même pas mal. On est dans une période avec notre cher Macron qui a mis la France en naufrage complet, l'économie, les finances, tout se casse la gueule. Voilà. Là, tout d'un coup, on a un truc, c'est pas pour moi, vous savez, qu'est-ce que j'en ai à foutre à 87 ans d'avoir une couronne sur la tête, c'est pas ça. Mais tout d'un coup, nous, les petits Français, on pourrait dire, ben, on est vraiment des bons. Moi, j'aimerais quand même ça, vous voyez. Alors, il y a un garçon qui est venu à une conférence en janvier 2023. Ce type a fait des études d'ingénieur, il travaillait dans une boîte d'informatique. Alors, ce type, il s'appelle Hicham Jejli, c'est un cas. C'est un cas pourquoi? Parce qu'il a une curiosité que je n'ai jamais vue. Donc, il s'est plongé dans Janus, il a tout bouffé, il a regardé toutes les vidéos, il a fait tous les calculs, etc. Puis il a pris contact avec moi, il a commencé à vouloir faire des calculs avec moi, donc c'est devenu un collaborateur. Alors, à un moment, il était tellement agissant que je ne savais plus quoi faire. Alors, j'ai dit, je vais lui dire de faire un livre. Non, pourquoi vous ne feriez pas un livre? Ça, il a écrit le bouquin. Ah, vous voyez sa couverture sur l'écran, hein, avec le dessin avec la boule de billard. Il a fait un bouquin. Le bouquin, il est en langue française et en langue anglaise. Et c'est un livre ultra sérieux. Alors, je vais vous donner aussi une anecdote là-dessus. C'est que Idriss Aberkan, à un moment, dit bah, il y a une solution. Les grands éditeurs scientifiques recherchent des livres. Alors c'est vrai, par exemple, vous prenez, comment elle s'appelle, la grande éditrice des choses scientifiques, Odile Jacob. Odile Jacob a demandé au grand spécialiste scientifique Jean-Pierre Lumier de faire un livre. Alors il a fait un livre qui s'appelle L'écume de l'espace-temps. Et dans ce bouquin, qu'est-ce que vous trouvez? Serait, pourrait, existerait, tout est conditionnel. Hein, bon. Mais simplement, on le considère comme le grand spécialiste. Peut-être actuellement, il est en train d'écrire un nouveau livre
sur le changement de paradigme. On lui a demandé, on lui a dit, pourriez-vous nous faire un livre sur le changement de paradigme? Pas de problème, voilà. Bon, hein, voilà. Alors, donc, il y a les éditions Springer qui sont complètement en pointe là-dedans. Alors, à ce moment-là, sur le conseil d'Iris Aberkan, Hicham envoie son livre aux éditions Springer, version anglaise, version française, peu importe. Réponse d'une éditrice, ah ben on ne savait pas que les Français faisaient un tel travail, je vais confier ça à un expert. 2 mois passent, réponse de la fille, ben écoutez, l'expert dit que c'est pas la peine de publier ce livre, écoutez bien, à cause de son aspect ufologique. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Vous vous rendez compte? Ça veut dire, j'ai fait une préface, alors le livre d'Hicham, je lis, préface Jean-Pierre Petit, Jean-Pierre Petit ovni, donc non. Mais c'est vrai que c'est dangereux. C'est dangereux pour tous les points de vue, parce qu'est-ce qui les terrifie le plus, les scientifiques, dans ce modèle Janus? Vous le savez, c'est que les longueurs ne sont pas les mêmes sur l'endroit et sur l'envers. C'est comme un univers parallèle. Si vous arrivez à inverser la masse d'un véhicule, il a une distance 100 fois plus courte à parcourir, et en plus, la limitation de vitesse est 10 fois plus grande. Donc, on gagne un facteur 1000 sur les temps. Donc, ça veut dire que les systèmes, les voisins sont visitables. Et ça, c'est le tabou absolu. Non, mais des gens comme Schwarzschild, comme Einstein, ils auraient dit formidable, une idée nouvelle. Mais non, non, là. Alors, vous savez, il y a un truc. Si vous allez voir dans ma bande dessinée, à la dernière page, moi, j'ai dit à Cédric Villani, j'ai pas pu l'avoir au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, donnez-moi un rendez-vous, est-ce qu'on ne pourrait pas échanger? Ils n'ont rien à foutre. Il me fuyait comme une savonnette dans une salle de bain. C'est pas possible. Alors, à la fin, j'ai dit, écoutez, ça va mal se terminer, parce que ça fait des mois que j'essaye de vous rencontrer. Même d'ailleurs, 5 ans avant, j'avais eu un rendez-vous avec lui. J'étais monté à Paris, il est arrivé 1 heure en retard, mais avec lui, c'est normal. Et puis, il n'a pas répondu. Il m'a dit, il a foutu le camp. Je lui ai dit, écoutez, là, franchement, je veux me fâcher. Et si vraiment vous refusez, parce que je lui ai demandé en tant qu'académicien, est-ce que vous ne pourriez pas faire en sorte de me donner le droit d'aller m'expliquer à l'Académie des sciences? C'est pas dire Jean-Pierre Petit, ce qu'il dit, c'est vrai, mais au moins que je puisse me justifier, que je puisse publier un droit de réponse. Non, il a pris la tangente complètement. Alors j'ai dit, bah, vous serez mon prochain personnage de bande dessinée. Donc à la fin de la bande dessinée, vous voyez Villani, et il y a 2 images. Dans une image, vous avez son bon génie qui lui dit, écoute, signe cette lettre, quand même, il te demande, c'est pas grand-chose, il te demande pas de cautionner ce travail, il te demande de permettre à ces idées d'être débattues à l'Académie des sciences. Puis là, la seconde image, vous avez le diable qui dit à Villani, non, non, si tu fais ça, tu vas être proscrit. Et ouais, Villani fout le camp. Et il est dans la BD, hein, et je peux vous dire que cette BD, vous savez, L'Enturlus a été créé il y a 47 ans, hein, et je crois que ça me survivra. Hein, maintenant, j'ai 650 000 lecteurs dans le monde, hein, parce qu'avec le site internet, vous savez, les livres, c'est volatile, mais là, le PDF, ça reste. Donc, mes livres sont traduits en 40 langues, hein, ça touche des millions de lecteurs, et le dessin de Villani, comme j'ai mis son araignée, je l'ai appelé Spider Guy, l'homme à l'araignée, oui. En anglais, Spider, ça veut dire l'araignée. Et je lui ai dit, mais à cause de cette bande dessinée, elle va être connue dans tous les pays, elle est déjà traduite en plein de langues. Quand vous arriverez, les gens diraient, ah, vous êtes Spider Guy, l'homme à l'araignée, et vous ne pourrez plus porter ça. Voilà. Et en plus, non seulement ça, mais dans les années, il a sa barbe et ses cheveux, il sera chauve. Moi, je sais que j'ai fait le dessin d'un informaticien dans l'informagique, et on le voit avec une grande barbe, des cheveux longs. Maintenant, c'est plus du tout ça. Je vais le faire entrer dans l'histoire. Bon, ce que j'aimerais, Jean-Pierre, c'est que je puisse venir vous voir et que vous preniez le temps d'expliquer aux abrutis comme moi qui ne comprennent rien à la science comment vous arrivez à théoriser le fait qu'on puisse visiter d'autres galaxies, d'autres espaces, d'autres. Et j'aimerais que vous preniez le temps de nous expliquer un jour, je vais prendre une face caméra. Ce qui serait génial, c'est que vous ayez un tableau derrière vous et que vous expliquiez comme un enseignant dans une conférence pour que les gens comprennent. Si vous venez à la maison, j'ai un tableau blanc. Je pourrais vous expliquer ça. Mais vous voyez, je ne cherche pas à démontrer que ceci, de démontrer que cela. C'est simplement les progrès tout simples de la physique. Alors, quand on prend cette histoire d'absence de bang, ben, effectivement, les gens disaient, on a vu des objets passer à une vitesse hypersonique, et puis ça ne faisait pas de bruit. Alors, première chose, moi j'ai fait des expériences en montrant qu'on pouvait supprimer la turbulence. Ça, c'était expérimental. Donc déjà, le bruit, on pouvait le supprimer. Après, il y a la suppression des ondes de choc. Alors, vous avez aussi une chose, c'est que il y a quelques années, M. Poutine, un jour, a dit
lorsque les Américains ont développé leur système antimissile, eh bien, à ce moment-là, les accords SALT avaient été dénoncés, quoi. Et à ce moment-là, Poutine a dit, mais si c'est ça, on va être obligé de faire quelque chose. Il faut revenir à cette situation de gel du projet, des progrès des armements. Et comme les Américains n'ont pas donné suite, eh bien, ils ont pris les idées de Jean-Pierre Petit et ils en ont fait des missiles hypersoniques. Alors, vous savez qu'il y a des missiles russes qui vont à Mach 10 en air dense. Et c'est pas possible sans la MHD. Alors, le truc, c'est qu'il y a 2-3 ans, il y a un envoyé de l'armée qui m'a demandé s'il pouvait venir. Alors c'est assez drôle parce que quand il a dit aux autres, bon, bah, on est dans la merde, mais je vais aller voir Jean-Pierre Petit pour essayer de voir où on en est. Parce que vous voyez, ce qui se passe, c'est que les Russes avaient en plus développé un missile de croisière hypersonique, un missile de croisière nucléaire. Un missile de croisière nucléaire, c'est pas un truc il va à Mach 3, hein, c'est à peu près la taille d'un tokamak, et simplement, il y a un réacteur nucléaire à l'intérieur. Bon. Et moi, quand ce truc-là est arrivé dans l'actualité, les gens ont dit, c'est le foutage, ça ne peut pas exister. Or, en fait, c'est exactement ce que les Américains avaient commencé à développer dans les années 50 avec un projet qui s'appelait Pluto, Pluto, vous le trouverez, quoi. Bon, ben, on met un réacteur nucléaire. Alors, le problème, c'est qu'un réacteur d'avion, ça pèse très lourd à cause du blindage. Mais quand vous n'avez pas de pilote à bord, vous en foutez. Ce truc-là, dès qu'on le met en route, ça devient une bombe radioactive complètement. Alors, les Russes ont simplement appliqué ça, et à l'époque, ils ont eu un incident et ils ont un truc qui a explosé. Et les services secrets français ont récupéré les déchets radioactifs de l'explosion et ils ont dit, il y a vraiment un truc de ce genre qui marche. Alors, les Français ont dit, bon, on va aller demander à Jean-Pierre Petit comment ça marche. Alors donc, le type, les autres lui disent, tu sais, c'est un fou furieux, c'est un fortuné, il va consulter. Non, non, on l'a très bien reçu. Vous avez vu mon épouse tout à l'heure, vous l'avez vu. Elle fait très bien la cuisine. On l'a reçu comme un coq en pâte. Il était tellement pressé de venir me voir qu'il est arrivé à 11 heures. Il est reparti à 18 heures. Donc, il est resté 7 heures. Et quand il est arrivé, il a commencé par dire effectivement que les militaires français étaient un peu décontenancés face à cette histoire de missiles hypersoniques. Et il m'a dit, on vous propose de nous faire un petit topo là-dessus pour 3 000 euros. Et j'ai pas dit non. Hein, et en plus, là, j'ai l'air très bavard, mais quand je me tais, c'est dangereux. Parce qu'à ce moment-là, les gens ont tendance à parler, même je les fais parler. Donc, il s'est dit, il propose 3 000 euros, il n'a pas dit non, donc c'est oui. Puis alors après, on a continué dans le temps et il a créé toute une espèce de structure de formation avec une pyramide hiérarchique. Alors, il fallait un chef, je crois que c'était Bourguignon, le mathématicien, qui devait être au milieu de la pyramide. Il me dit, est-ce que vous avez quelque chose contre Bourguignon? Je n'ai rien dit. Alors, tout ça se créait et moi, je serais venu périodiquement à Paris pour donner des cours aux militaires et leur expliquer la MHD. Puis alors, au bout de 7 heures, quand on arrive à 18 heures en fin de journée, je lui ai dit, écoutez, j'aurais bien aimé vous rendre service, mais ces 3 000 euros, ça ne sert à rien. Vous ne vous rendez pas compte que dans cette technologie, la France a 30 ans de retard. Et pour arriver à rattraper tout ça, il faut 1000 personnes pendant 30 ans. Vous voyez, c'est un peu comme imaginer qu'en France, on n'est pas nucléaire du tout. On ne sait même pas ce que c'est qu'un atome. Et à ce moment-là, on apprend qu'il y a des gens qui ont des générateurs qui font de l'électricité. Alors à ce moment-là, oui, alors il y a des gens dans un autre pays qui ils utilisent l'atome. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo pour 3 000 euros en nous expliquant comment marche un réacteur nucléaire? Bon, après, je dirais OK, mais pour, pour faire ce saut technologique, c'est 1000 personnes pendant 30 ans. C'est ça. Hein, imaginez pour faire Cadarache, vous voyez. Ça ne se fait pas dans un sous-sol avec la bite et le couteau, c'est pas possible. Et moi, je sais tout ça. Bon, alors, je vais venir vous voir. Je vais venir vous voir et vous allez nous expliquer ça au calme et avec des dessins, etc. Comme ça, tout le monde comprendra. Jean-Pierre, on se retrouve cet été. Je vais venir vous voir cet été. Ok, bah écoutez, avec le grand plaisir. Alors, simplement, Hicham était inquiet en disant, est-ce que tu as parlé du livre? Mais oui, le livre, on voit la couverture, il n'y a pas de problème. Bah, je vais essayer de la mettre, mais il faut que vous me la renvoyiez parce que je suis accablé de lui. Dessiné en couleur, je vous ai envoyé le livre d'Hicham, et le livre d'Hicham, mais c'est pour les scientifiques. C'est le bélier pour enfoncer la porte. Voilà. Donc, bon, on va montrer ça. À très vite, Jean-Pierre, je vous retrouve très bientôt. Super, formidable.